Bonjour Christophe Bruno, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le PDG, le cofondateur de Largo. Vous l'avez créé en 2016, 7 ans plus tard à peu près. Si on fait un point sur le marché du reconditionnement, est-ce qu'il est arrivé à maturité? Au contraire, est-ce qu'il a encore un potentiel de croissance très important? Alors, il y a des perspectives de croissance qui sont extrêmement fortes. Les chiffres que je peux vous donner, c'est des chiffres qui datent de l'année dernière, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2022. Oui. C'est 3,2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France en 2021, un marché qui s'établit aux alentours de 900 millions d'euros. Ouais. On espérait dépasser le milliard d'euros en 2022, on l'a sans doute dépassé. C'est une certitude. Ouais. Et on a des perspectives devant nous de croissance qui sont extrêmement fortes. Pourquoi ? Parce que la consommation de produits de seconde vie, en général, elle est en train d'exploser, que ce soit dans le textile, on voit des gens comme Vinted, et donc les modes de consommation sont en train de changer. Aujourd'hui, ces 3,2 millions de smartphones, ça représente un téléphone sur 6 vendu en France. Alors il y a 6 ans, on pourrait dire c'était 0, et 1, c'est une belle performance, mais on a encore un marché devant nous assez important. Et donc ça s'est senti notamment sur les achats de Noël. Alors il y a évidemment ces enjeux, l'engagement des consommateurs, mais il y a aussi les enjeux de pouvoir d'achat et d'inflation. Est-ce qu'on peut dire que ce Noël 2022 a été le premier Noël de seconde main, ou est-ce que ça reste quand même assez minime, quoi? Nous, en tout cas, dans nos chiffres, on a vu une accélération cette année. Alors, on est en croissance tous les ans depuis 2016, mais il y a une vraie accélération sur cette fin d'année. Alors, on est en plus dans un marché du neuf qui est baissier, avec des prix de smartphones on parle de pouvoir d'achat, qui sont de plus en plus chers quand on voit les sorties des gros constructeurs en fin d'année. Et nous, on vend des produits 30 à 50% moins chers que le neuf. Donc effectivement, on a un impact sur le pouvoir d'achat. Oui, donc cet argument du pouvoir d'achat, évidemment, était important. Quelques chiffres pour mieux connaître Largo. 280 000 appareils reconditionnés depuis la création, une capacité maximale de production qui est à 25 000 par mois à la fin de l'an dernier, fin 2022. Premier reconditionneur français à être rentré en bourse, plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires 2021 et une centaine de collaborateurs basés à Nantes. Tiens, je reprends certains de ces chiffres. Quand on parle de 25 000 produits reconditionnés chaque mois, c'est quoi? C'est très majoritairement des smartphones, ou alors c'est beaucoup plus varié que ça? Alors c'est 85% de smartphones. D'accord. Et puis depuis 2019, on a commencé à accélérer sur d'autres lignes de produits. On voit sur cette fin d'année, typiquement, on a une accélération de l'IT. Reconditionné, tout ce qui est PC, MacBook, tablette. On reconditionne également de la Watch et puis de l'AirPod. Donc on est en train de se diversifier sur d'autres produits. Ça a démarré par le smartphone, mais on voit bien qu'il y a une appétence aussi des consommateurs sur d'autres lignes de produits. Ouais, et c'est les grandes marques très majoritairement, quoi, c'est ça. Tout à fait. Les deux gros leaders qui représentent 100% du marché aujourd'hui de reconditionner. Alors cette capacité de production, c'est une usine qui est basée à Saint-Luz-sur-Loire, c'est ça? Tout à fait. Elle grandit au rythme de l'entreprise? Comment ça se passe, ça? Alors, elle grandit effectivement au rythme de l'entreprise, elle grandit en fonction de la demande aussi de nos clients. Ouais. On a aujourd'hui 1000 m² dédiés au reconditionnement, avec 5 grandes étapes de reconditionnement: la réception, le test, la réparation et le nettoyage et logistique. Ouais. Ça prend combien de temps, tiens? Le cycle de reconditionnement d'un smartphone, à peu près 45 minutes. Ah, c'est rapide quand même. Si on groupe toutes les étapes en un seul trait. Mais à peu près 45 minutes. La phase la plus importante, on parlait d'automatisation tout à l'heure. L'automatisation, c'est... Oui, parce qu'il y a des robots, c'est ça, qui font la... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le début du job, c'est ça? Ils font le job le plus important. C'est toute la partie test des smartphones. C'est-à-dire qu'on peut comparer avec le marché de l'automobile. Vous n'achetez pas une voiture d'occasion sans contrôle technique. Bien sûr. Et l'objectif chez Largo, c'est d'automatiser cette phase de test et d'avoir une objectivité complète sur les tests qui sont réalisés sur le produit. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, on a un arbre de décision qui va nous dire soit le produit est conforme à notre cahier des charges et il part directement au nettoyage, soit il a des problèmes batterie, écran, et il doit partir à la réparation. Donc il faut qu'on ait un maximum d'objectivité à ce niveau-là, parce que c'est ici qu'on génère la valeur. Mais alors c'est quoi? C'est des robots qui ont des sortes de doigts, qui imitent, qui font les gestes de base qu'on fait sur un smartphone, c'est ça? Exactement. En fait, notre petit robot, il entend, il voit, il touche. Ouais. Et donc, accouplé à ce robot, il y a un logiciel de test, et il vient réaliser 37 tests et 123 contrôles sur chaque smartphone. Ça nous permet, typiquement, je peux vous donner un exemple sur la batterie. On va venir croiser 3 chiffres clés: l'état de santé de la batterie,
son nombre de cycles de charge et la valeur résiduelle en milliampères de la batterie. En croisant ces 3 données-là, le robot va nous dire vous devez changer la batterie ou pas. Donc c'était pour nous extrêmement important d'automatiser cette partie-là. D'accord, parce que ça fait gagner du temps? Ça fait pas gagner du temps, mais ça fait gagner... C'est pas plus rapide que l'humain en l'occurrence. En fait, ça sera plus productif puisque l'amplitude sera plus importante. Ouais, mais si on fait tourner sur le même nombre, le cycle est identique à celui d'un opérateur manuel. Mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir une évaluation qui soit la plus régulière possible, d'une certaine façon, c'est ça? C'est ça. C'est d'avoir une homogénéité dans les tests et de ne pas rater un produit qui... parce que quand vous mettez de l'humain, vous mettez de la subjectivité à un certain moment. Et puis, c'est des tâches qui sont un peu rébarbatives. Donc, on va mettre nos collaborateurs plutôt sur des tâches à valeur ajoutée. Vous avez publié l'an dernier votre premier bilan carbone. C'était quoi l'objectif? C'est quoi? C'est d'avoir un point de départ pour ensuite progresser? Comment ça se passe? En fait, on s'est labellisé en 2021 Lucie, qui est un label RSE. Pourquoi on a suivi cette démarche-là? Alors, par définition, notre activité, elle est plutôt verte, mais on voulait surtout travailler l'aspect sociétal chez Largo. Donc, on a pris une trentaine d'engagements auprès de Lucie, qu'on pilote sur 36 mois. Donc, on a un premier audit au bout de 18 mois, là, ce qui va avoir lieu fin janvier. Et l'objectif, c'était vraiment d'accompagner notre stratégie RSE par une labellisation. Et puis, le bilan carbone, il s'intègre complètement dans cette stratégie. Le bilan carbone, on l'a fait avec une start-up nantaise qui s'appelle Tuvalu et qui un logiciel qui permet d'identifier les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, 2, 3. Donc on descend très très bas dans les scopes et nous donne une trajectoire sur les points les plus saillants. Typiquement le transport qui est aujourd'hui un point important chez nous, voilà. Donc ça fait ressortir des points saillants de gaz à effet de serre et ça nous permet de travailler sur 3 ans. Et oui, alors justement, et ça veut dire que vous prenez, sur la base de ce bilan de carbone, vous avez déjà pris des décisions pour, par exemple, si on parle des transports, comment on améliore son bilan carbone en matière de transport? Oui, alors en fait, on a changé on est en train de travailler sur des transports plutôt verts avec nos partenaires. Ça, c'est une première piste. Alors les bilans carbone sont assez récents. On a sorti 2020 rapidement, puis 2021 toute cette fin d'année. Et donc là, on commence à travailler sur nos... Mais les 2 points saillants, effectivement, chez nous, c'est la partie transport et la partie achat. On vous parliez du scope 3, donc ça veut dire que vous intégrez finalement vos partenaires, vos clients aussi dans le bilan. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que vous accompagnez ou vous améliorez aussi le bilan RSE de vos clients? Est-ce que ça fait partie des motivations de ceux qui viennent vers vous? Alors, moi, ça me plairait de pouvoir améliorer aussi. On passe des messages. Dans la labellisation, il y a une partie contrôle de nos partenaires sur ce qu'ils font eux en interne sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on passe des messages aujourd'hui et alors ça marche plus ou moins, mais en tout cas, on travaille sur ces sujets-là avec nos partenaires. Vos engagements RSE, au-delà de ce bilan carbone, ça passe par quoi? Je peux vous en citer quelques-uns. On a la partie associatif. Donc on a pris des engagements avec des associations. On travaille avec une association qui s'appelle Toi, Moi, qui est une association qui reclasse des sans-abri et qui les remet au travail. Nous, on vient les accompagner avec du smartphone. On offre du smartphone tous les ans. Et puis on a signé également avec Sea Shepherd et on accompagne les équipes en fourniture de matériel électronique. Pour leur campagne, là, typiquement, on a équipé une équipe qui partait à Mayotte pour défendre les tortues vertes. Avec du matériel reconditionné. C'est ça, tout à fait. Donc ça leur va bien en plus. Effectivement, et ça leur donne à eux aussi une cohérence, évidemment. Si on se place à un horizon, je ne sais pas, 5 ans, il va falloir une nouvelle usine. Comment vous imaginez la suite? Alors, aujourd'hui, vous nous dites que le marché il est en train de il continue de progresser. Nous, on a dimensionné l'atelier aujourd'hui pour atteindre 25 000 produits. Aujourd'hui, on a un produit à peu près entre 13 et 14 000 par mois. Donc il y a encore une bonne marge de progression. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut en termes de capacité de production. L'enjeu, il va être surtout sur la collecte de produits. Aujourd'hui, on a 2 sources d'approvisionnement. On fait du broc en volume et puis on commence à travailler de plus en plus les circuits courts. Donc on a des partenaires opérateurs, des partenaires distributeurs. Et l'objectif, pour réduire justement cet impact carbone, c'est d'aller chercher des gisements au plus près. Donc on travaille depuis l'année dernière sur un logiciel de reprise
qui permettra à terme à nos distributeurs de valoriser un produit en magasin, de générer un bon d'achat et de redonner du pouvoir d'achat justement aux clients et nous de nous fournir en matériel. Merci beaucoup Christophe Bruno, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les achats des collectivités locales, des établissements scolaires au programme.